Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va parler des Cleveland Cavaliers. Suite à leur début de saison canon, on voulait vous décrypter un peu tout ça. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Bon, qui aurait pu prédire qu'après 7-8 matchs de NBA, les Cleveland Cavaliers seraient en tête de la conférence Est. Alors certes, la conférence Est est quand même bien faiblarde en ce moment, mais enfin bon, ils sont quand même invaincus. Alors forcément, ça méritait d'y passer un petit peu de temps et de faire un podcast pour l'occasion. Et donc, bien sûr, quand on parle des Cavs, vous le savez, on accueille à minima Paul. Salut Paul, ça va ? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis content qu'on puisse parler des Cavs, qui est un de mes anciens amours. Que j'ai bien lâché depuis que LeBron James est parti, donc ça commence à faire un petit moment. J'ai fait des allers-retours, plus allers-retours avec eux qu'avec mon ex, mais c'est pas grave. Paul, t'as commencé à regarder d'ailleurs la NCAA, là, toi qui es un peu notre habitué là, des jeunes. J'ai regardé des highlights, mais pas encore des matchs, parce que je trouve qu'en début de saison, vu que tu sais qu'ils affrontent, en fait, les grosses universités affrontent que des équipes de bas de tableau, entre guillemets, donc des équipes de leur région. Je trouve que ça vaut pas encore vraiment le coup. Je pense que ça commence déjà à se stabiliser et à être vraiment intéressant au bout du 10e, 12e match à peu près. Ok, d'accord, c'est bon à savoir si vous cherchez un peu des points de repère sur quand regarder la NCAA. Et puis on a un deuxième intervenant quand on parle des Cavs, vous l'aviez entendu durant les playoffs. Il est de retour, c'est Xav. Salut Xav, ça va ? Bonsoir à tous, je suis ravi de revenir parler des Cleveland Cavaliers, surtout dans des circonstances complètement favorables, c'est très bien. Ouais, effectivement, là on se retrouve, Xav, avec des Cavs qui, je pense, te rendent bien plus heureux qu'il y a quelques temps, non ? Oui, effectivement, là, 8-0. Au-delà des chiffres, il y a la manière aussi, une utilisation aussi beaucoup plus complète de tout l'effectif. Mais bon, ça, on va en parler en long et en large et en travers. Et puis, surtout, le show est parti. Et ça, ouais. c'est la fête. T'as plus Bigger Staff dans les pattes, oh. Et non. Putain. Et non. Et ça, c'est beau. C'est magnifique. On a remplacé donc par Kenny Atkinson. Excellent coach que j'avais beaucoup apprécié à son passage à Brooklyn. Ouais. Et là, bah ouais, forcément, ça se sent direct, surtout dans la manière, encore une fois. Ouais, il était sorti de Brooklyn avec une belle cote, Kenny Atkinson, et effectivement, on le retrouve désormais sur le banc des Cavaliers. Bon, je vous propose qu'on prenne pas trop de temps pour rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de vous décomposer le podcast en 3 parties. Dans un premier temps, on va faire un gros focus sur Kenny Atkinson justement et sur son apport pour les Cavs. Ensuite, on va aller regarder un peu dans le détail le duo Mitchell-Garland. Quelle est la dynamique, quels sont les changements, qu'est-ce qui a changé autour de ce duo-là. Et puis, on fera un focus sur Evan Mobley. Et forcément, quand on parle d'Evan Mobley, Jarrett Allen n'est jamais très très loin. Et puis, probablement que tout au long du podcast, on abordera en long, en large et en travers d'autres éléments qui sont liés à l'effectif. Bon alors, première partie, on va donc parler de l'impact de Kenny Atkinson et de ce que change son arrivée tactiquement. Xav, je vais te lancer. Alors, toi, t'en penses quoi de cette arrivée d'Atkinson et qu'est-ce que tu vois de nouveau avec lui ? Un nouveau head coach dans une équipe, ça ne veut pas juste dire que le jeu change. Il y a aussi énormément de choses qui sont autour d'une équipe de basket qui changent. On sent qu'il y a eu des dialogues qui ont été faits, qu'on a mis certains joueurs en face de leurs responsabilités. On a hiérarchisé peut-être aussi de manière beaucoup plus claire comment on joue les possessions quand on a tel joueur sur le terrain. On sent que l'équipe est un petit peu moins dans le vague, en train de chercher la solution elle-même sur le terrain. On sent ils sont préparés, en fait. C'est cette impression-là qui dégage une espèce d'impression de sérénité. Il y a toujours ce côté groupe très soudé qui avait été mis en place justement par Bickerstaff. Il faut quand même lui laisser 2-3 trucs. Mais on est sur une organisation globale qui est meilleure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous en ai déjà un peu parlé, mais dans le player development des joueurs, et Cleveland est directement concerné aussi par ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont eu un peu de mal à démarrer, on va dire, correctement leur carrière.
On a changé des choses aussi. On a fait venir donc Alex Arama de Transforming Basketball qui apporte une philosophie d'entraînement qui est beaucoup plus basée sur des petites situations de match où on va sans cesse confronter les joueurs à des situations où ils ne sont pas dans leur zone de confort. Donc les vidéos où on filme un mec dans le corner en train de shotter 44 fois d'affilée en disant waouh, il est trop fort à 3 points, et puis derrière il fait 2 sur 60 sur les 6 premiers mois de l'année. Tout ça, c'est quelque chose qui a été enlevé, et je trouve que au niveau de la finition, ça se sent assez fort. On a des pourcentages en tout cas, j'ai pas été vérifier les stats, hein, vraiment au feeling, qui me semblent bien meilleurs. On a des joueurs qui osent plus, sans doute parce qu'ils ont été mis dans des contextes d'entraînement qui sont beaucoup plus proches de ce qu'ils vont affronter en match. Un très bon exemple de ça, c'est Darius Garland qui, je trouve, rayonne beaucoup et va de plus en plus essayer de terminer aussi à l'anneau. Donc on a quand même quelque chose où on sent qu'il y a de la confiance. Le rôle d'Evan Mobley aussi, on en reviendra par la suite, parce que là, on est sur du côté un peu plus pur au niveau de la tactique. Mais je pense que dans la façon d'aborder la saison en règle générale, le basket en général aussi, la lecture du basket en général, les matchs aussi dans la préparation, je trouve qu'on a plus la sensation d'avoir une équipe professionnelle préparée pour aller tirer le meilleur d'elle-même sur le parquet. Donc ça, c'est déjà hors tactique basket. Pour introduire un petit peu l'aspect tactique, le plus gros changement que j'ai vu moi, il se trouve au niveau d'Evan Mobley. On l'a vu sur les premiers matchs de la saison, il a été assez impressionnant. On lui a confié beaucoup de fois la balle dans les mains, on l'a fait sortir de cette ligne à 3 points, pas pour le faire shooter, pas pour en faire devenir un shooter, mais pour lui dire, voilà, il faut que tu arrives en mouvement, il faut que tu utilises ton handle, il faut que tu utilises ton amplitude aussi, parce qu'il est très grand, donc à défendre, dès que le mec fait un reverse, on se retrouve quasiment à changer de village. Donc, plutôt que de le laisser coincer dans la raquette et de créer un problème, en fait, Jarrett Allen et Evan Mobley, on a solutionné le problème, en fait, en lui disant, tu vas jouer au basket, en fait. Tu vas arrêter de te forcer à faire des choses pour lesquelles physiquement tu n'es pas taillé, que tu n'as pas l'air d'avoir envie de faire, que tu n'as pas l'air de savoir faire tout court. Et donc, on est plus sur des rôles beaucoup plus naturels des joueurs. J'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup regardé, leur dire, qu'est-ce que tu aimes faire au basket? Garland, qu'est-ce que tu aimes faire au jeu au basket? Mitchell, qu'est-ce que tu aimes faire? Et ainsi de suite. Et donc, on a en fait une optimisation des joueurs qui sont déjà en place. Et moi, c'est ce que je voulais d'abord, avant de commencer à faire des trades, etc., c'est de se dire, on va mettre un coach, le coach va essayer de faire avec les éléments qu'il a, et on va repartir sur des bases saines de basket. Et pour l'instant, tactiquement, c'est ce que je vois le plus. Effectivement, ça fait déjà un bon programme qu'on va aborder dans le détail. Paul, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vois de différent là, avec Kenny Atkinson? Peut-être, je te pose une question complémentaire, Paul. Qu'est-ce que t'attendais, toi, de l'arrivée de Kenny Atkinson? En fait, moi, j'attendais surtout un coach qui prenne des vraies décisions sur certains aspects du jeu Mhm. que j'avais pas forcément identifié, tu vois. Mais je me dis, tiens, il faut qu'il y ait un espèce de switch de, ok, en fait, sur ces. Enfin, on va en parler un peu plus, mais tu vois, je pense que un des trucs qui m'a vraiment choqué dans le bon sens avec Kenny Atkinson, c'est que ces dernières années, les duos qui étaient utilisés par les Cavs en régulière, c'était d'un côté, tu avais Mitchell Allen et de l'autre côté, tu avais Darius Garland et Mobley. Et lui, Kenny Atkinson, il arrive et il fait en fait non, ça va pas être le cas, ça va être maintenant, ça va être Garland Allen et ça va être Mitchell Mobley. Et, euh, et pour plusieurs raisons, je pense que d'abord, un Darius Garland est moins fort sur de l'ISO, donc il a plus besoin d'un mec, enfin il est moins fort sur ISO que Mitchell, donc il a plus besoin d'un très bon screener et d'un très bon roller comme Jarrett Allen, parce que Jarrett Allen il est meilleur sur ces aspects du jeu que Evan Mobley. Donc on a une vraie relation qui est en train de se dégager entre Garland et Allen. Et d'un autre côté, avec Mitchell et Mobley, tu as plus l'opportunité d'utiliser les deux balles en main. Et même si en fait tu donnes la balle à Evan balle en main, vu qu'il joue poste 5 quand il n'y a pas Jarrett Allen sur le terrain, tu as un spacing qui est ultra optimisé. Et tu as des choses qui sont plus intéressantes qui sont faites aussi avec Evan Mobley balle en main, comme des inverted pick and roll avec Sam Merrill ou avec Darius Garland. Donc déjà, c'est ce côté, on switch les duos et on arrête avec le Garland Mobley. Et, enfin, on n'arrête pas totalement, hein, mais du moins, on pousse beaucoup plus le duo Garland Allen parce qu'ils sont sans doute plus complémentaires. Et on pousse de l'autre côté le duo Donovan Mitchell-Mobley parce qu'ils sont plus talentueux que les deux. Donc moins besoin de l'un et l'autre pour être vraiment efficace sur le terrain.
Moi, il y avait un point, je pense que dans le cadre du démarrage de podcast, ça peut être assez intéressant. Vous deux, vous êtes des spécialistes de l'équipe des Cavs, mais c'est pas le cas de toutes les personnes. On n'est pas sur une des équipes les plus regardées. Et en fait, moi, une des difficultés que j'ai, c'est que autant la problématique du spacing avait été assez clairement identifiée l'année dernière, parce qu'en fait, un peu structurellement, quand tu mets Evan Mobley, Jarrett Allen, tu te dis intuitivement que tu as un problème de spacing, surtout si tu ajoutes Okoro. Mais vous qui avez un regard un peu plus détaillé sur ce qu'a été la réalité de la saison des Cavs, des 2-3 dernières saisons des Cavs, c'est quoi les points un peu spécifiques que vous aviez vus comme étant problématiques dans cette équipe sous Biggerstaff? Et donc aussi, par extension, quelles sont les réponses apportées par Kenny Atkinson? Moi, j'en ai un qui vient rapidement et je pense que tout le monde l'a vu en playoff, c'est le côté prévisible de l'attaque. C'est-à-dire que ils ont parfois essayé quelque chose, mais essayé une fois. Ça marche pas, ok, on revient sur la balle, sur le truc de Donovan Mitchell, sauve-nous. Euh, Darius Garland, il a été complètement déresponsabilisé. On parle souvent des problèmes personnels qu'il a eu, de machin, des blessures, etc., de problèmes familiaux, mais on voit bien que quand on le responsabilise, quand on lui fait confiance, parfois on lui donne des vrais moments avec les clés en main, il trouve des solutions. L'année passée, si ça marchait pas pendant une minute, on faisait remonter Donovan Mitchell et on redonnait la balle à Donovan Mitchell en disant vas-y, sauve-nous. Donc ça, le problème, donc encore une fois, pas le spacing, hein, c'est le stretching de la défense qu'on cherche, hein, avoir la défense qui est le plus écartée possible avec les différentes menaces. Spacing, c'est autre chose. Le fait d'avoir un mec comme Okoro, par exemple, Okoro, c'était 39% à 3 points, donc c'est pas dégoûtant. Mais ce qu'il y a, c'est que si on l'enferme dans un corner en lui disant, voilà, tu te mets là, tu bouges plus, en fait, on n'est pas en train de jouer au basket, on est juste en train de mettre un leurre à un endroit en disant, ben voilà, il faut que ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, ben en fait, on n'a pas d'alternative. Ici, Okoro redevient parfois slasher aussi pour aller couper les défenses parce qu'il a un très gros physique. Il a bien travaillé, je trouve, sur sa finition aussi à l'anneau. Donc, c'est lui dire, écoute, Isaac, oui, effectivement, tu peux te mettre dans le corner là-bas, mais ne fais pas que ça. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, qu'on a dit beaucoup aux joueurs pendant l'intersaison. Mais tu sais, tu peux faire autre chose. Garland, t'es pas obligé que de shoot à 3 points. Mais on veut que tu shootes à 3 points. On veut pas non plus que tu te forces à aller à l'anneau. Je prends tes shoots à 3 points. Il l'a dit pendant le camp d'entraînement. Voilà, le coach m'a demandé d'en prendre, je crois que c'est 6, 7, 8, je sais plus, quelque chose comme ça, par match. Donc c'est beaucoup plus que l'année passée, surtout qu'il a un super shot. Donc voilà, c'est ça, responsabiliser les joueurs et leur dire vraiment fais ce que t'aimes faire. Et du coup, tu as une attaque qui est beaucoup plus dangereuse parce que plus imprévisible. C'est sûr, donc il y a un premier point qui est donc une forme de dépendance de l'attaque à Donovan Mitchell et une forme Clairement. de staticité, ça se dit pas, mais en tout cas une forme d'attaque assez statique. Donc ça c'est un premier point avec une réponse qui est, de ce que je comprends de ce que tu dis Xav, la réponse c'est donner plus de liberté aux joueurs, donc en fait être inscrit Bien dans la modernité qu'on essaie de voir, qu'on voit en ce moment. Le meilleur exemple, c'est OKC là-dedans, avec des joueurs qui ont une forme de liberté balle en main. Ok, donc ça, c'est le premier point. Paul, toi, tu es d'accord sur ce point-là? T'en vois d'autres que tu avais identifiés comme étant des sujets à régler? En fait, Xav, il l'a dit, c'est que on a vu des bonnes choses. Je pense à l'année dernière où il y a eu 17 matchs, où on gagne, je crois, 17 matchs en 18 matchs au milieu de la saison. Sauf que bon, c'était des matchs où Garland et Allen au début n'étaient pas là. Ouais. Et le problème, c'est que les bonnes choses, on les voyait, mais on les voyait pas sur la longueur. Donc c'est pour ça qu'avec Kenny Atkinson, il n'y a eu que 8 matchs. On va être patient. On l'a pas encore vu en playoff, Kenny Atkinson avec les Cavs. Donc ce qui est intéressant, c'est juste de voir un peu quelles sont les dynamiques sur ce début de saison, de voir ce qui a vraiment changé et de voir aussi si ça va être tenu dans la longueur. Parce qu'il y a aussi des matchs, certaines saisons, on va en parler, où il y a eu des cartons où c'était un peu, on revoyait quand même les mêmes problèmes que l'année dernière, quoi. Donc tout n'est pas parfait encore, mais au moins il y a une identité. Tu sens qu'il y a une identité qui se dégage de cette équipe, qui était pas vraiment le cas en fait sur ces dernières saisons, et en tout cas ça n'a jamais été tenu dans la longueur, quoi. Bah ouais, c'est notamment quand même un point commun de beaucoup d'équipes de Donovan Mitchell qui, dans des temps difficiles, ou dans des moments où il est nécessaire d'aller chercher des idées, souvent avec Donovan Mitchell, l'idée un peu évidente qui arrive, c'est balle à Donovan, ISO Donovan ou pick Donovan, quoi. Je sais pas si c'est ça que vous ciblez comme étant, bah, t'en as parlé un peu, Xavier, mais...
Ça, c'est encore un truc qu'il faut régler. Parce que la pace générale de l'équipe, c'est un bon indicateur hein, pour le côté amusez-vous sur le terrain, etc. La pace générale, elle a augmenté. On était vraiment dans le fond du classement l'année passée. Et ça, c'est un problème qui vient de chez Donovan Mitchell et qui est encore présent, encore un peu trop présent. Mais globalement, l'équipe évolue plus vite. On a entraîné les joueurs à trouver des solutions. Et les solutions, ça n'est jamais au basket de rester à un endroit et de pas bouger. Et de regarder deux gars faire tout le taf pendant que les trois autres se tournent les pouces ou attendre juste que la balle soit ressortie sur eux. Donc, le fait que tout le monde soit impliqué dans le jeu d'attaque et qu'on demande à tout le monde de faire quelque chose, ça permet d'avoir une attaque qui est beaucoup plus véloce, beaucoup plus rapide. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, on ne peut pas se prononcer vraiment sur Kenny Atkinson pour le moment. Les seules fois où je l'ai vu prendre temps mort pour le moment, c'est vraiment parce que justement, il y avait un run de l'équipe adverse et lui, il n'attend pas qu'on prenne 15 points dans la tronche. Après 8 points en général, même moins que ça, boum, il met un stop et il reconcentre les gars. Mais j'ai pas l'impression qu'il a besoin de prendre des temps morts pour l'instant pour replacer son attaque. C'est davantage pour remobiliser ses troupes. Et ça, bah oui, ça reste des excès de jeunesse et de suffisance parfois qui restent un petit peu à Cleveland. Les deux matchs de Milwaukee, par exemple, c'est des bons exemples. Ouais, moi j'ai une stat qui traduit, je trouve, une forme de qualité d'organisation qu'ils ont. Alors, c'est des stats c'est compliqué de mettre de la valeur sur des stats sur 8 matchs, hein, de toute façon, mais l'année dernière, c'était Ouais. la 10e équipe qui générait le plus de BP et la 17e qui perdait le plus de ballons. Cette année, vous êtes la 3e équipe qui génère le plus de balles perdues et la 5e qui perd le moins de ballons, qui sont souvent deux indicateurs d'une bonne organisation défensive. Pour la première, même si c'est pas le mieux pour la qualité de l'organisation défensive. Par contre, en revanche, 5e équipe qui perd le moins de ballons en volume, c'est là un très bon indicateur d'une attaque qui trouve une forme de sens en fait, et qui a une capacité notamment à aller attaquer Donc, des endroits où la défense est moins présente, ça. quoi. Et puis, tu as augmenté le nombre de personnes qui portent la balle aussi. Tu as responsabilisé plus de gens. Et donc, du coup, bah, si tu que deux gars qui font les assists dans ton équipe, la défense sait où elle doit se focaliser. Elle voit mieux les lignes de passe, surtout avec des mecs qui sont statiques dans les corners. À partir du moment où tout le monde bouge et tout le monde est impliqué dans le jeu d'attaque et que les assists peuvent venir de n'importe où, il n'y a qu'à regarder les stats de Mitchell, je pense, et de Mobley qui sont en augmentation, il me semble, par rapport aux assists. Bah, forcément, c'est plus compliqué pour une défense de savoir d'où la balle va partir pour aller partir pour un shoot. Donc, oui, tout ça, c'est logique. Ça prouve que l'attaque va mieux, clairement. Avant le podcast, vous m'avez dit tous les deux que souvent quand on parle des Cavs, on parle souvent des Cavs au travers de deux duos, le duo Mitchell-Garland et le duo Mobley-Allen. Je vous propose qu'on aille sur le premier, le duo Mitchell-Garland, qui historiquement est pas forcément le duo qui fonctionne le mieux, qui a toujours eu du mal un peu à se trouver. Paul, qu'est-ce que tu vois toi là sur ce début là de run avec Atkinson, sur la dynamique qu'il y a entre les deux? Bah, en fait, j'avais checké les stats dernièrement sur, euh, sur le net rating du duo Garland-Mitchell ensemble sur le terrain. Et il n'était pas si ouf que ça. Après, c'est que le début de saison, ça veut rien dire, mais quand tu vois les autres net ratings des autres duos dans l'effectif, tu te dis, bon, il y a quand même encore un peu de boulot. Sur Garland, pour moi, le plus gros truc, c'est l'utilisation off-ball de Darius Garland, Ouais. qui a été un vrai changement. Ça se voit dans les stats collectives, parce que on a eu une grosse augmentation. Alors, je les ai notés, je les ai pas très loin. L'année dernière, on était la 11e équipe qui prenait le plus de corner 3, et cette année, on est la 3e. Et, Pour rappel, hein, et les donc, c'est tirs à pas 3 points dans le forcément. corner sont les tirs après les tirs dans la raquette les plus rentables. Parce que c'est le tir à Ouais, 3 voilà. points, on a la meilleure efficacité. Donc c'est des tirs qui sont très recherchés. Et Garland, lui, il prend 2 fois plus de corner 3 que la saison dernière. Il en a jamais pris autant en carrière. Il prend 12% de ses tirs dans le corner, à 3 points. Donc déjà, c'est une vraie plus grosse utilisation de Darius Garland off-ball, qui est quand même un sacré changement. Et on se rend compte aussi de la réelle valeur que peut avoir Darius Garland, parce que cette année, il prend aussi beaucoup plus de catch and shoot. Alors, l'année dernière, il prenait 2,5 catch and shoot par match. Il était à 35%. Et cette année, il en prend 3,8 et il a 46,7%. Donc déjà, on a un mec qui est beaucoup plus en confiance. Ce qui n'est pas étonnant parce que l'année dernière, sur la fin de saison, il avait perdu 7-8 kilos après s'être fait casser la mâchoire. Donc, quand tu as une off-season complète où tu te remets dedans, tu fais un peu de muscu-l'été et tu rebouffes pour reprendre tes 8 kilos, bah, c'est sûr que tu n'as plus confiance en toi. Tu as encore plus confiance en toi et tu es à nouveau au niveau auquel on t'attendait. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu 2 saisons. Il y a eu une saison d'All-Star
Et il y a eu la saison où la première avec Donovan Mitchell où il avait encore un sacré niveau, quoi, Darius Garland. Donc on a retrouvé le vrai Darius Garland, à voir si ça tient toute la saison. Donc ouais, le premier vrai truc sur ce duo, c'est l'utilisation de Garland qui est pour moi bien meilleure et bien plus intéressante que ce qu'on a eu ces dernières saisons, quoi. Juste pour compléter sur les stats, il est passé de, tu l'as dit avec le volume absolu, mais juste pour vous donner un peu un repère sur la part de ses tirs, il est passé de 17% de ses tirs, qui étaient des tirs en catch and shoot, à 27%. Donc ce qui est en fait, faudra voir si elle se tient dans le temps, mais qui est une augmentation qui est assez importante. Bah, peut-être allons à fond sur Darius Garland, puis on parlera de Donovan Mitchell après. Xavier, t'en as parlé, mais il y a un vrai côté chez Garland il s'est rapproché du cercle, tu l'as dit, moi je le trouve vraiment beaucoup plus dans la recherche. On avait vu dans les premières années de Darius Garland des vraies capacités sur le flotteur notamment, il avait un flotteur très fonctionnel. Et on retrouve ce côté un peu agression du cercle, et globalement, moi je le trouve assez à l'aise dans les minutes sans Donovan Mitchell. Oui, c'est ça. L'année passée, ce qui change, c'est que quand parfois ça marche pas tout de suite. Parfois, le joueur a besoin de s'acclimater un petit peu, parfois l'équipe a besoin de tourner un petit peu pour lui. Et, et cette fois-ci, il a une vraie volonté d'abord de prendre le volant et de driver ça lui-même. Donc ça, évidemment, ça change beaucoup dans le mindset. Je pense que le fait qu'il se mette lui-même aussi en avant rapidement dans les matchs pour essayer d'être le plus vite à l'aise possible aussi en réussissant des petites choses, du handle, une belle assist, un shoot, un drive qui est bien mené, ben, ça met dedans et voilà, ça habitue un petit peu le joueur à performer et à être dans son match. Donc il y a un peu de ça. Il a toujours eu un handle super fort et encore une fois, un très bon shoot à 3 points, mais qui était sous-exploité. Je vais me parler de la stat en catch and shoot. Je vous ai parlé tantôt d'Alexa Rama avec le développement des joueurs. Le catch and shoot, c'est un des points fondamentaux dans la vision du basket justement qui est apporté par Alexa Rama. Et je pense vraiment qu'ils font travailler aussi l'équipe pour libérer des moments comme ça pour Darius Garland, pour qu'il puisse se mettre en avant. Vous allez me dire, c'est normal. Dans une équipe de basket, on essaie toujours de mettre ses meilleurs joueurs en avant. L'année passée, il y avait des moments où Darius Garland pouvait se mettre en avant, mais il ne l'a pas fait. Ici, oui, je pense qu'il a profité de sa off-season pour faire un petit reboot de tout, y compris au niveau mental. Et là, il attaque la saison de la meilleure des manières. Donc, après, évidemment, j'espère, comme tout le monde, enfin, comme tous les fans de Cleveland, que ça va durer le plus longtemps possible, et même pour les amoureux de basket. Mais il y a quelque chose de différent dans le regard, dans la façon dont il joue. On n'est plus sur parfois, de l'année passée, il driblait en sautillant un petit peu, il était un peu nonchalant, c'est un truc qu'on a beaucoup reproché à Garland. Cette année, il est to the point, quoi. Il va vraiment, vraiment taper là où ça fait mal tout le temps. Un peu plus Déterminé. droit au but. Moi, je trouve aussi, notamment, une fois de plus, sur les minutes sans Donovan Mitchell, où il a pas mal de responsabilités. Il y a un autre élément, je regardais là, en regardant les stats, c'est. Je vous demande à tous les deux, peut-être à Paul, si pour toi ça traduit quelque chose que tu vois sur le terrain, mais globalement, il y a l'augmentation de sa relation avec les intérieurs. L'année dernière, on était à peu près à 30% de ses passes qui étaient vers ses deux intérieurs, Mobley et Allen. Là, on est monté à 42%, ce qui est assez énorme. Il y a un peu la même dynamique, on en reparlera après sur Donovan Mitchell. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc qui se joue là-dessus aussi ? Ouais, bah, je pense qu'il est. Enfin, c'est surtout par rapport au fait qu'il joue plus avec Allen, qui est un bien meilleur roller, bien meilleur sur short roll aussi, et un bien meilleur screener que Mobley. Et ça change beaucoup de choses. Son adresse sur short mid, sur ce début de saison, il est à 66%, 68% sur short mid. Il n'y a personne qui fait mieux parmi les point guards de la ligue. Mm. Et l'année dernière, il était à 44%, quoi. Donc c'est bon, après ça va baisser forcément, c'est le début de saison. Mais il est incroyable et c'est vrai que c'est un défaut auquel on avait parlé ces derniers temps. C'était un peu le manque de toucher de Garland. Bah là, il ferme des bouches parce que il a une adresse qui est complètement folle sur short mid. Ensuite, un autre truc, je trouve, et c'est un peu son match contre les Knicks l'a vraiment montré, c'est sa défense. Il est beaucoup plus à l'aise physiquement. On sent qu'il est beaucoup plus capable euh, au niveau de sa forme physique. Et je trouve qu'il a fait un super match en défense sur Bronson. Et en termes de stats, son block percentage, il est à 0,7 cette saison. Il est dans le 66e percentile de la ligue, alors qu'il n'a jamais été en carrière au-dessus du 18e percentile. Donc on a un Garland qui est retrouvé en attaque, mais qui aussi a un vrai impact en défense. Je dis pas qu'il va devenir un lock, all defensive ou je sais pas quoi,
Mais juste s'il peut avoir au moins un impact positif à minima de ce côté-là, ça change aussi beaucoup de choses, notamment pour les playoffs. Ouais, dans l'élément là que tu donnes, il y a 2 points. Effectivement, le premier sur son toucher. Alors, je l'ai dit avant, je le répète, mais Garland a toujours été reconnu pour la qualité de son flotteur. Donc, si tu l'accompagnes d'un très bon screener, logiquement, tu dois pouvoir permettre de faire le petit écart qui devrait lui permettre d'ouvrir son flotteur. Et effectivement, tu as raison, Jarrett Allen est un bien meilleur screener qu'Evan Mobley. Enfin, il n'y a même pas de débat là sur tant la différence est importante entre les deux. Et défensivement, moi je l'ai noté aussi, je me l'étais noté, je trouve qu'ils font un bon travail pour arriver à le cacher. Mais ça, Biggerstaff le faisait bien aussi. N'en reste que tu peux arriver à cacher autant que tu veux un joueur. À la NBA d'aujourd'hui, c'est souvent il y a 4, parfois 5, souvent 4 joueurs capables d'attaquer un mismatch. Donc tu peux toujours finir par attaquer le joueur que tu veux attaquer. Et effectivement, il y a un bon travail qui est fait il y a un bon travail qui est fait par lui pour rester viable, quoi. Xav, tu vois d'autres trucs à dire sur Garland, là, sur son début de saison, là, qui est pas mal, là. Ouais, là c'est peut-être plus par rapport à Mitchell, mais dans la relation qu'ils ont entre les deux, puisque c'était ça un petit peu le début de cette partie-ci. Euh, L'année passée, dès que Donovan Mitchell montait sur le terrain, les ballons repartaient chez Donovan Mitchell, d'office. Ici, il a, alors, consigne très certainement, mais tu sens aussi beaucoup plus de confiance et Donovan Mitchell lui laisse les clés de l'attaque, même quand il est sur le terrain. Et donc, il agit vraiment comme euh, une deuxième option offensive, alors que l'année passée, c'était, encore une fois, ce qui a cartonné les cases en playoff, c'était de savoir exactement d'où venait le danger en fonction de qui était sur le terrain. Ici, on a. L'année passée, je sentais parfois Mitchell demander à Garland de prendre le ballon pour dire allez, remets-toi dedans, remets-toi en confiance. On l'a Ici, vu il lui contre dit Orlando, mais t'es bien. ça. On l'avait vu notamment Ouais, contre Orlando, à ça, fond. c'était assez marquant, hein. Ouais. Ou c'est quasiment c'est quasiment de la pitié. Là, ici, on est, fait écoute, t'es bien, garde la balle. Moi, je suis là, t'inquiète, je suis là aussi s'il faut, mais vas-y, t'es bien. T'es en train de driver le truc, vas-y. Et donc, cette attitude un petit peu de grand frère protecteur qu'il a dans les médias, hein, et je suis sûr que le gars est comme ça. Mitchell a l'air d'être quand même quelqu'un d'être un bon coéquipier, je pense. Là, ça se traduit aussi sur le terrain par beaucoup plus de confiance qui lui est donnée, mais voilà, la confiance positive. Voilà. Et vous avez l'impression qu'il y a un changement chez Garland, ou est-ce que vous êtes sur... Enfin, comment dirais-je, est-ce que pour vous, on est face à un passage de Garland comme vous en avez vu, et en fait, les problèmes ne sont pas réglés? Est-ce que vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là sur est-ce que les problèmes de Garland sont réglés, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un truc qui a changé? Faudra voir sur la longueur, mais là, ici, moi, je revois Darius Garland comme je l'ai vu, mais par flash, tu vois. Un match par-ci, par-là, pendant la saison. Là, ça fait quand même 8 matchs où il est dedans à fond. C'est pas toujours lui qui va mettre 39 points comme le dernier match à Milwaukee, mais décisif à amener une vraie pierre à l'édifice. Il le fait depuis le début de la saison, donc ça fait 8 matchs d'affilée. Ça, par contre, la constance, là, pour l'instant, on y est, quoi. Paul, t'en penses quoi? Toi, t'as donné des premiers éléments avec l'utilisation, mais comment tu le sens, toi, ce truc? Non, pour moi, on a retrouvé le vrai Darius Garland. C'est-à-dire un joueur qui, quand il est en confiance, quand il est bien physiquement, il a un niveau All-Star, quoi. Et je trouve qu'on sous-estime, sans même parler de sa première saison où il est All-Star en 2021-2022, on sous-estime sa saison 2022-2023. On l'a un peu mis de côté parce que c'est vrai qu'on choke contre les Knicks, on se fait défoncer contre les Knicks et tout. Mais lui, je trouvais vraiment que cette saison-là, il faisait une saison de top 25, top 30 joueurs NBA. Et sa saison était superbe. On finit top 10 attaque, alors qu'il y avait encore plus de problèmes de spacing juste à l'époque. Et non, pour moi, on retrouve. Alors, encore une fois, il y a des stats qui sont peut-être trop élevés et je pense qu'il va avoir peut-être une efficacité qui redescend un petit peu. J'ai pas checké son true shooting plus, mais il doit être vraiment très au-dessus de la moyenne. Donc, je pense que ça va un peu revenir à la normale. Mais ouais, c'est un joueur qui a vraiment un truc unique, Darius Garland, à travers sa compréhension du jeu, son talent pur de shotmaker et sa vision du jeu. Et je pense que là, on le revoit tout simplement, quoi. Pour info, il n'avait pas mis autant de points. Alors, c'est une stat, ça peut paraître être un détail, mais il n'avait pas mis autant de points depuis le 27 décembre 2022, où il avait mis 41 contre les Nets. Mais donc, c'est toujours un indicateur intéressant, je trouve, de se dire qu'il y a une forme de pointe qu'on n'a pas revue depuis un moment. On passe au sujet Donovan Mitchell. Bon, Donovan Mitchell, le problème est
est moins individuel, il est plus structurel, c'est-à-dire on connaît cette tendance chez Donovan Mitchell à être un peu omnipotent, mais individuellement, ces 2 dernières saisons étaient quand même des saisons de très très haut niveau, et la question se posait pas trop. Paul, tu m'as dit avant le podcast, pour toi, Donovan Mitchell, il est même pas dans les 2 meilleurs joueurs des Cavs sur le début de saison. Tu portes quel regard sur son début de saison? En fait, moi, j'ai toujours défendu Donovan Mitchell depuis qu'il est aux Cavs. Je trouvais que ces 2 dernières saisons régulières, elles étaient vraiment. Enfin, c'est des saisons régulières de top 10 NBA, quoi. Et cette année, il me saoule un peu. Déjà, par rapport à son régime de tir, tu vois, il prend plus de long mid. Il est passé de 14% à 20%. Donc ça me saoule un peu. Il est moins efficace sur pull-up aussi. Il est seulement à 31% sur pull-up, alors qu'il en prend presque 6 par match. Mais bon, ça, je me dis, ça va revenir à la norme où l'année dernière, il doit être à 36-37%. Donc je me fais pas trop de soucis. Mais de plus en plus, je me dis, en fait, quand tu regardes jouer Donovan Mitchell, c'est quand même un joueur qui déjà passe pas beaucoup la balle, alors il est vraiment sous-coté, c'est-à-dire qu'il a une superbe vision du jeu et l'exécution de ses passes, par moments, elles sont vraiment exceptionnelles. Sauf qu'en fait, il passe pas assez. Et c'est vrai. Et l'autre chose, c'est qu'il prend quand même des shoots qui sont très compliqués. Alors, il est trop fort individuellement, donc il les met à un pourcentage qui est suffisamment correct pour qu'on lui donne ces shoots-là. Mais c'est vrai qu'il a un régime de tir où c'est très compliqué. Et tu vois, sur le début de saison, il a 65% sur catch and shoot à 3 points, sur 2,1 tentatives par match. Et je trouve qu'il y a un truc à aller chercher avec Donovan Mitchell, c'est-à-dire l'utiliser plus off-ball, l'utiliser plus sur du catch and shoot. Parce que quand évidemment les pull-ups y rentrent, bah, il n'y a pas grand-chose à dire et on est juste là, on regarde et on se dit putain, il est trop fort. Sauf que bah, quand ça rentre pas, il commence un peu à être frustrant à regarder. Et vu que là, on a le développement d'Evan Mobley, on a le retour à un gros niveau de Darius Garland, bah, la balle en main, en fait, on a peut-être intérêt pour le succès des Cavs à moins lui donner et à lui trouver une autre utilisation, quoi. C'est dans la même Moi, dynamique, Xav? Moi, c'est celui qui me dérange le plus visuellement depuis le début de la saison. Alors, je sais que de nouveau, ça va faire peut-être tiquer des gens, etc. Il y a les stats et tout ce que vous voulez, hein, pas de problème. Mais il faut regarder les matchs pour le comprendre. Chaque fois qu'il a la balle, c'est lent. Chaque fois, c'est lent. C'est le mec qui doit. Tu le retires du terrain, la pèse générale, elle bondit vraiment, surtout avec ce nouvel entrain, cette nouvelle attaque. Chaque fois qu'il a la balle, ça ralentit. Il se met de côté, il trottine en remontant la balle, donc déjà tu perds des secondes pour ta possession. Il regarde là où il peut aller, il regarde un petit peu comment il va naviguer, et après il place son attaque. Mais du coup, quand tu vois tout le reste de l'équipe qui tourne, qui cherche, qui se déplace, qui coupe, qui machin, tout ce que tu veux, et que tu as un gars qui joue presque un vieux basket, en fait, tu as l'impression de regarder un gars qui est, dans une équipe d'il y a 10 ans. Quand tu le mets au milieu de toute une autre équipe qui tourne bien, bah forcément c'est un peu bizarre. Et donc du coup, je suis assez d'accord. Moi, je le mettrais systématiquement côté faible, donc côté où il n'y a pas la balle. En continu. Lui donner une mission, c'est de dire, voilà, tu vas toujours aller te mettre du côté opposé à la balle, parce que si jamais il reçoit la balle, quand on fait une skip pass ou quand on passe donc la balle d'une aile à l'autre, là par contre, utiliser sa force de percussion, son physique et tout ce que tu veux avec une défense qui est en replacement vers lui, là, il va les défoncer sur à peu près tout. Le catch and shoot, il va sur le slash, etc., sur le drive, sur les dunks. Là, il va en faire plein. Mais forcer comme il a l'habitude de faire, alors ça nous a bien sauvés, c'est un peu moche de dire ça, mais ça nous a bien sauvés pendant les saisons précédentes parce qu'on n'avait que ça à se mettre sur la dent. Mais comme là, maintenant Cleveland a beaucoup plus d'armes offensives, en tout cas sur ce qu'on voit sur ce début de saison, ben moi, il me dérange presque, effectivement. Alors, proportion gardée, je dis juste que dans la vélocité générale de l'attaque, chaque fois qu'il a le ballon, ça freine. Voilà. Pour vous donner un point de repère là-dessus, la pace quand Donovan Mitchell est sur le terrain, elle est un peu au-dessus de 99, vers 99-13. Si on prend les stats de la saison dernière, je préfère toujours prendre les stats de la saison dernière sur la pace que celle de cette année, c'est plus fiable. Ça donne une pace qui nous rend autour de la 15e place à peu près quand il est sur le terrain. Et quand il est en dehors du terrain, vous êtes à 101.13, ce qui te met autour de la 5e place. Donc effectivement, cette question de rythme se traduit, ça va se traduire d'autant plus avec Mobley, on le regardera après. Il y a un autre élément moi, que je vois sur Mitchell, c'est la baisse de sa fréquence au cercle. Je vous dis moi mon regard là-dessus, et c'est là pour ça que je suis très intéressé par ce que tu dis Paul, pour
essayer de voir la façon dont on peut le rendre à nouveau efficace. Donovan Mitchell, il a une capacité d'accès au cercle qui est assez exceptionnelle. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de la ligue sur la capacité d'accès au cercle. Je trouve que globalement, votre organisation globale est de meilleure qualité, plus de drive, moins de situations statiques. Et donc, les accès au cercle sont un peu plus réservés à Jarrett Allen et à Evan Mobley. Et donc, un des premiers qui porte la conséquence de ça, c'est Donovan Mitchell qui, du coup, a moins besoin de forcer cet accès au cercle, où on le voyait quand même souvent dans des situations de contorsionniste gymnaste yougoslave pour terminer au cercle. Il a moins à le faire. Cirque du Soleil. Exactement, Cirque du Soleil. Il a moins à le faire, mais du coup, la conséquence, c'est que ce lieu-là où il arrivait à avoir une bonne efficacité, on est au 67% de réussite au cercle, il l'a plus. Et effectivement, Paul, je suis d'accord avec toi, il y a besoin d'aller rechercher des façons de le rendre efficace. Parce que si tu enlèves son accès au cercle et que tu ne fais pas beaucoup jouer sur du off-ball, il va rester surtout en fait ses pull-ups. Bon, sa création qui sera toujours là, mais ses pull-ups, et là c'est un peu plus compliqué quoi. Le faire jouer, je te dis, faire jouer côté opposé au ballon pour pouvoir avoir le maximum de sa percussion et que si par exemple tu as un drive côté droit de Garland qui se retrouve bloqué par à l'intérieur, qu'il puisse soit te décaler avec Donovan Mitchell qui vient de l'aile opposée en se lâchant à 45, ou bien qu'il puisse justement ressortir sur lui et que là Donovan Mitchell puisse utiliser toutes ses armes. Son catch and shoot, son shot à 3 points qui est quand même pas vilain, ou bien de se décider de prendre la balle en main, voir que le close-out vient trop rapidement, taper son meilleur dribble et puis aller taper un gros dunk ou effectivement nous refaire un petit peu de Cirque du Soleil. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut voir Donovan Mitchell qui met 40, 50 points en faisant des trucs de fou où on a un petit highlight à poster le matin sur Twitter, ou bien tu veux une équipe qui gagne. Je pense que Cleveland a l'air d'avoir choisi son truc, et le fait d'être moins dépendant de Donovan Mitchell en attaque, c'est forcément une bonne chose. Et lui aussi, il va trouver peut-être que le fait d'avoir été enfermé dans ce rôle-là pendant des années, c'est plus dur pour lui d'en sortir que des gars qui viennent de démarrer dans la ligue ou qui ont eu l'habitude de devoir céder la balle aux autres. Peut-être que pour lui, c'est plus compliqué de s'adapter, que ça mettra un peu plus de temps, mais les pourcentages, ils vont remonter. L'année passée, Donovan Mitchell aussi, il a eu des trous d'air à 3 points. Il y a eu des moments aussi où il n'arrivait plus à aller au cercle parce que vraiment, il forçait de manière complètement honteuse et débile. Mais ici, le fait que le jeu tourne mieux autour de lui, il va se rendre compte et il va trouver, c'est un gars malin, donc il va trouver des moyens de reperformer, mais sans venir ralentir l'équipe. Parce que là, je vous jure, faut regarder, même vous regardez des highlights, regardez pas un match de Cleveland si vous voulez pas, c'est pas grave. Hein. Regardez des highlights, c'est 10 minutes. Vous allez voir l'équipe qui avance, et puis d'un coup, c'est Donovan Mitchell, vous allez voir l'impression qu'on a changé la vitesse de votre lecteur sur YouTube. Tu vois, c'est vraiment ça. Et forcément, ça le pénalise, c'est clair. Une autre stat intéressante, Paul, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, donc je te relance dessus. Effectivement, l'année dernière, on était à 8% de ses passes qui étaient adressées à Evan Mobley, là on est passé à 28%. Donc en gros, on est passé d'un cadre où tu avais des passes qui étaient des passes de circonstance à une vraie relation qui est en train d'être développée entre Donovan Mitchell et Evan Mobley. Est-ce que pour toi ça traduit quelque chose, et est-ce que c'est une forme de bon sens ? Ouais, bien sûr. Alors, il y a une action qui a été un petit peu faite, qui est intéressante sur ça, c'est les skip action. Donc, c'est Donovan Mitchell qui a la balle en tête de raquette ou un peu décalée, qui passe directement à Evan Mobley qui est sur l'autre côté du terrain. Donc, une skip passe. Et ensuite, là, à ce moment-là, il y a du jeu qui est fait. Donc, c'est soit Darius Garland qui vient proposer du mouvement autour d'Evan Mobley. Et vu que ça amène du mouvement, tu as aussi la raquette qui est un peu plus libre si le spacing est optimisé autour pour que Evan Mobley drive et pour que s'il drive. T'as envie de parler de Ty Jerome, c'est ça, Paul? Tu veux parler de Ty Jerome? Ouais, j'ai envie qu'on parle de Ty Jerome aussi, mais j'ai envie qu'on parle de tous les role-players des Cavs, parce que franchement, cette saison, ils performent tous, quoi. Enfin, on va devoir parler de Caris LeVert, mais Caris LeVert, il est un peu blessé, mais il a fait un début de saison incroyable, quoi. Donc, il y a des choses intéressantes. Après, c'est pas suffisant non plus, mais c'est sûr que c'est déjà mieux que ce qu'on voyait avant, quoi. Bah Surtout ouais. parce qu'ils jouent ensemble sur le terrain aussi, ce qui était un peu moins le cas ces dernières années, comme expliqué avant. Ouais, effectivement. Je vous propose qu'on passe au sujet qui est le sujet un peu hype du moment. Tu sais, c'est un peu le sujet hipster en ce moment. C'est le sujet Evan Mobley qui alors, a une utilisation qui est différente. Xav en a beaucoup parlé l'année dernière. Effectivement, l'utilisation de Mobley qui était une utilisation qu'on pourrait qualifier de très statique. Je pense que même on peut dire qu'il y avait... Enfin, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y avait une utilisation de Mobley qui était
un espèce de palliatif, c'est-à-dire qu'en fait tu n'avais pas le spacing, donc tu lui as imposé un petit peu de se positionner à 3 points pour feindre une forme de spacing. C'était aussi une conséquence de beaucoup d'essais de mettre Mobley dans des situations de scoring poste bas et qu'il n'a jamais vraiment été efficace là-dedans, voire même proche du cercle, mais vraiment dans un rôle de rollman où il n'a jamais été très efficace. Là, on a un gros changement avec Evan Mobley, c'est l'augmentation de sa fréquence de drive. Je vous invite à aller regarder la vidéo du Dreamcast Show qui en a parlé dernièrement. Bon, Xav, je te lance parce que je sais que c'était ton sujet de cœur la saison dernière. Qu'est-ce qui a changé avec Evan Mobley? Eh bien, il joue face à l'anneau, tout simplement, et en mouvement, c'est parfait. Donc l'année passée, on jouait très souvent avec 3 joueurs extérieurs à la ligne à 3 points et un ancrage en bas et l'autre pivot qui venait faire des pick and roll. Cette année, on joue en 4 joueurs extérieurs et on joue avec un ancrage en bas. Donc on a mis effectivement Jarrett Allen dans le poste qu'on appelle le short corner, qui se trouve donc entre la raquette et le corner à 3 points, pour pouvoir venir récupérer les petites lob passes, pour venir claquer ses meilleurs alley-oops ou pour récupérer des petites passes à rebond quand l'aide défensive sort trop vite. Et puis on a dit à Evan Mobley, écoute, si tu as une opportunité, vas-y, drive, fais-toi plaisir. Il n'a jamais eu le coffre pour faire reculer à l'intérieur de manière convaincante. Il réfléchit énormément et donc du coup, il se perd dans ses feintes. Ça s'est vu l'année passée, un nombre incalculable de fois où il faisait des allers-retours avant-arrière, pump fake, et alors que en fait, le gars derrière lui bougeait juste pas. Donc, c'est l'avoir forcé. En fait, ce que Bickerstaff n'a pas compris, c'est tu peux pas faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aime pas faire. Ça marche jamais, ça. Ça marche vraiment très rarement. Là, vraiment, on lui a dit, t'aimes bien driver, drive. Je me souviens, j'avais vu une interview de Shaquille O'Neal qui disait, moi, ça me bourre je voulais pas jouer comme un intérieur, je voulais être un meneur, etc. Et donc, je me suis forcé à apprendre à dribbler, etc. Et vous aviez parfois, si vous avez connu la NBA d'avant, des coast-to-coast de Shaq, se rendre compte du gabarit du mec, où il est en train de dribbler tout le terrain. Et en fait, pourquoi pas Mobley? L'action qui a beaucoup tourné ici du match contre Milwaukee, il fait un contre sur je ne sais plus qui, il récupère la balle, coast to coast, et il va claquer un gros dunk sur la tête de AJ Green, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, en fait, on a juste dit à Mobley, tu fais ce que tu aimes faire, et puis on verra bien comment ça se passe. Et puis, t'es pas tout seul sur le terrain, il y a 4 autres joueurs. Si jamais ça marche pas, on trouvera d'autres solutions. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué sur le handle parce que c'est un héron. Donc, forcément, c'est compliqué pour les grands d'avoir un handle qui est très incisif parce qu'ils sont très loin du sol. Mais couplé avec des mouvements simples de footwork, juste des reverse, des choses comme ça, c'est top. Et pour l'instant, ça fonctionne. Alors, peut-être que les équipes vont trouver la parade, peut-être pas. Peut-être que ça va se compliquer aussi quand on va jouer sur un tempo plus lent comme on peut avoir en playoff où on a moins de liberté de jouer en transition. Mais on sent vraiment une réelle volonté de jouer beaucoup plus vite en transition. On a vu l'histoire de la pace aussi. C'est aussi pour donner de l'espace à Evan Mobley pour pouvoir dribbler et jouer sur ses qualités physiques. Et c'est vrai que quand il arrive lancé et qu'il te fait un reverse, derrière, pour défendre, il n'y a rien à faire. Moi, ce que je trouve, et tu pries. Ce que je trouve super intéressant avec son utilisation, c'est qu'on est sur un joueur. On est quoi, 5e année, Evan Mobley? Ça, il démarre sa 5e année de mémoire. Vu qu'il démarre son contrat max, on doit être sur ça. On est sur un joueur qui a été testé dans pas mal de situations différentes offensivement. 4e année. 4e année, ok. 4e année. Voilà. Il n'a pas encore son contrat max. Il démarre l'année prochaine, du coup. Ok. Et donc, tu vois, on est sur un joueur où tu aurais pu te dire, il a été mis dans des situations différentes offensivement. On acte qu'en fait, son niveau offensif est moyen, qu'on est capable de le mettre dans le corner, Inch'Allah, il rentre ses 3 points et dans ce cas-là, il est impactant, qu'on peut lui donner quelques ballons poste bas et que en tant que rollman, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait un énorme problème de finition au cercle dans le rôle de rollman. Pour un joueur de son gabarit et pour ce qu'on attend d'un pivot, c'est ce qui fait que c'est pas un pivot pour moi. Et tu vois, juste acter que son niveau offensif moyen est là-dessus. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, Kenny Atkinson, il est venu avec une autre idée. Il s'est dit, Mobley, on a toujours essayé d'en faire un pivot. Moi, je vais prendre le contre-pied. Je vais essayer d'en faire un ailier un peu. Un hybride un peu, tu vois. C'est un ailier fort. Non, mais d'accord. carrément. Je crois que dans la dernière interview d'après-match, ou je ne sais plus quand, il y a très peu de temps, il l'a dit. Mobley, ailier. Voilà. Et du coup, il est dans un espèce de rôle de
un espèce de rôle de slasher qui, bah, effectivement, si t'es mis dans des bonnes dispositions et qu'il peut lancer son premier pas, C'est le ça. problème c'est que son premier pas il est pas rapide, donc il fera pas d'écart sur le Ah premier ouais. pas. Maintenant, s'il arrive à lancer son premier pas, bah, on est quand même sur un mec de 2,11 avec des bras immenses qui est quand même un peu costaud, et là donc t'as cet aspect de finition au cercle qui d'un coup devient super intéressant, quoi. Tout à Euh, fait. Paul, toi tu le sens comment là, la transition sur Evan Mobley? Ouais, bah après, je trouve que c'est aussi un joueur, donc, comme vous l'avez dit, qui a été mis dans les bonnes dispositions. Mais il a aussi progressé sur certains aspects du jeu aussi, quoi. Il y a aussi cet élément de progression. Je pense à son adresse sur la ligne des lancers qui était à 67% il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle est à 84%. Donc déjà, il met plus ses lancers. Pour l'instant, les 3 points, il rentre. Il en prend aussi plus des non-corner 3, donc des 3 points qui sont pas dans le corner, quoi. Il est passé de 5% l'année dernière à 12% cette année. Donc on a un joueur aussi pour optimiser le spacing qui n'hésite pas à prendre plus de 3 points. Et en plus, pour l'instant, qu'il les met. Alors ça reste un petit Ouais. volume, il n'y a eu que 8 matchs, Mhm. mais déjà ça fait une différence. Et puis le passing aussi. Le passing, moi je vois une nette amélioration au niveau du passing, où il y avait déjà des flashs ces dernières années, et puis à USC aussi. Mais au niveau du passing, son match contre les Pistons, là, ça a été une masterclass de l'intérieur moderne qui sait lire enfin, qui sait faire les bonnes lectures et qui exécute aussi proprement ses passes. Donc il y a une progression au niveau du passing, de son adresse de loin, on va dire, sur les lancers à 3 points. Et ouais, aussi au niveau de comment il utilise son corps de manière générale pour se trouver des shoots un peu plus rentables, même si ça se voit pas dans les stats, ça se voit quand même au niveau du visuel et de la vitesse, quoi. Parce qu'on a des séquences, tu vois, contre les Bucks où il va quand même, sur une pénétration, il va mettre un petit flotteur sur la tête de Yanis. Et il l'a fait plusieurs fois. Et je pense il n'avait pas, je pense, la confiance ni le niveau pour le faire ces dernières années de la même manière, quoi. Ouais, 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 faut qu'on t'entraîne et qu'on te développe hein, sur ces aspects-là. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Comment est-ce qu'on t'entraîne? Je l'avais déjà dit, je l'ai dit, je crois, 1000 fois sur Mobley. J'ai dit, ok, je veux bien, vous lui faire des trucs, mais montrez-moi comment il s'entraîne. Après, on verra. Ici, si on t'entraîne à faire beaucoup plus de choses en tenant compte de tes capacités naturelles, donc effectivement, on a arrêté de se servir de son corps pour de la force alors que c'est débile. Son corps, il est fait pour de l'amplitude et de la vitesse. Et à partir rien que tu changes ça, de dire voilà, on va se servir de tes grandes jambes pour aller vite et pour faire des vraies séparations avec tes adversaires, au lieu d'essayer de te faire bourrer dedans. Voilà, la différence est là. élément pour traduire un peu ça, une fois de plus, statistique, toujours bien d'avoir quelques informations statistiques. On était à 43% de ces tirs qui étaient faits après 0 dribble l'année dernière, donc sur de la finition près du cercle ou du catch and shoot. Non, on était à 60% pardon, l'année dernière, et cette année on est à 43%. Donc effectivement, il y a une énorme différence. Il est beaucoup plus utilisé dans des situations où il est mis en responsabilité d'aller prendre la décision, soit par du dribble, soit par de la passe, comme l'a dit Paul. Autre élément qui est toujours intéressant, Xav, t'as commencé à en parler, mais qui est toujours intéressant quand on parle d'Evan Mobley, parce que la situation des Cavs est particulière, c'est qu'il joue pas effectivement poste 5 et qu'il joue avec Jarrett Allen. Donc tu l'as dit, Jarrett Allen est beaucoup plus utilisé dans le short corner. Short corner, effectivement, situation qui est entre le panier et la ligne de 3 points dans le corner. Moi j'appelle ça la zone du renard de surface. C'est vraiment cette idée que tu es là pour profiter des espaces qui ont été créés pour aller terminer l'action. Qu'est-ce que tu vois de différent dans leur utilisation ensemble? Peut-être qu'il n'y a pas tant de choses différentes que ça à d'autres, hein, mais est-ce que tu vois d'autres choses différentes? Euh, ouais, entre les deux grands intérieurs, c'est sûr qu'il y avait. Au tout début, si vous vous souvenez bien, il y avait Mark Allen et tout le monde rigolait. Oui, ils ont 3 grands et tout ça. Et bon, on avait un. Mark Allen s'est révélé un excellent shooter et donc, du coup, ça a permis d'avoir ce stretching défensif qui se faisait parce qu'il y avait un shooter en plus. Puis on a perdu ce shooter-là et donc il a fallu se réinventer. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Alors, c'est vrai que je sais que l'année passée, les blessures, etc., n'ont pas aidé Cleveland non plus. Mais je pense que simplement, vraiment, tout le monde a trouvé sa place et Jarrett Allen trouve mieux sa place aussi. Evan Mobley trouve mieux sa place aussi. À partir du moment où tu sais qu'Evan Mobley n'aime pas jouer dans les petits espaces, les espaces réduits, c'est ce qui fait sans doute que son côté rôle de pick and roll est pas bon. C'est pas sa spécialité. Là où Jarrett Allen est bien meilleur là-dedans, ben, on a simplement dit, voilà, on a redéfini les rôles en fait parfaitement de chacun en fonction de leur habilité naturelle. Arrêtez
de vouloir absolument correspondre à ce que Bickerstaff avait peut-être en tête et de se dire moi je veux jouer comme ça. Et là on a un coach qui est plutôt venu peut-être en regardant dire bon j'ai quoi à disposition, qu'est-ce que j'ai comme gars, qu'est-ce qu'ils savent faire, on va réévaluer tout le monde et puis on va essayer de trouver une tactique en fonction des mecs qu'on a et pas en fonction de mon cahier de jeu que j'ai en tête moi parce que je veux jouer comme ça. Vous l'avez compris, hein, Xav a vraiment un calendrier contre Bickerstaff. Un calendrier, Assumé. un calendrier, tout ce que vous voulez, calendrier de l'Avent, calendrier grégorien, je les ai tous. Voilà, donc, Et il est clairement assumé. Paul, toi, sur Jarrett Allen, est-ce que finalement il est dans le prolongement de ce qu'on voit déjà. Enfin, il faut quand même dire un truc, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut quand même dire un truc, c'est que Jarrett Allen a atteint un niveau qui est vraiment un niveau, je pense notamment défensivement. Je vous invite à aller regarder le match contre les Lakers. Mais ce qu'il fait à Anthony Davis, qui est pour certains peut-être le meilleur joueur de ce début de saison, est assez impressionnant. Le niveau plancher de Jarrett Allen est vraiment devenu très haut. Est-ce que pourtant il est dans le prolongement de ça, ou est-ce que pourtant il y a des choses nouvelles? Non, enfin, je trouve qu'il devient encore plus excellent sur ses qualités qu'avant. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur son adresse sur short mid depuis qu'il est arrivé aux Cavs. Il est passé de 44% à 49% à 51%. Et là, cette saison, il a 58%. Donc ça a toujours été un joueur avec du toucher et il le montre encore plus avec des plus gros pourcentages. Est-ce qu'il va rester à 58%? Je sais pas, mais s'il augmente chaque année, ça va être quoi? Ça va être un Nikola Jokic sur short mid, quoi, Jarrett Allen. Bon, on n'en est pas encore là. Jérémy, si tu nous écoutes, calme-toi. Et après, je trouve il a quand même 2-3 défauts. Le passing, quand il a la balle en main, c'est-à-dire sur short roll, je trouve qu'il y a eu pas mal de séquences où cette saison, c'est un peu frustrant. C'est-à-dire quand il est bloqué par un intérieur, il ressort, mais en fait, il ressort mal. Et à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais ça donne beaucoup de ballons perdus. Donc, il peut être encore plus optimisé, mais il peut aussi progresser, lui, individuellement, sur certains aspects du jeu. Mais un truc aussi dont on n'a pas trop parlé au niveau des Cavs, c'est que je trouve que cette saison, ça switch beaucoup plus en défense. Et notamment parce que tu as Dean Wade titulaire, et Dean Wade, il peut Ah oui. switcher sur n'importe quel poste. Je veux dire, il a un profil vraiment incroyable en tant que role player. C'est le 3&D presque parfait, parce qu'il n'est pas non plus ultra droit à 3 points. Mais en défense, il peut défendre sur des pivots comme défendre sur des meneurs. Donc on voit plus de switch, et on a vu, évidemment, on voit Jarrett Allen être très à l'aise. Je pense à une séquence contre le Magic sur Jalen Suggs, où vraiment, c'est le pivot rim runner moderne par excellence, c'est-à-dire il est capable de switch et en annihilant un Jalen Suggs, donc un meneur qui n'est pas le meilleur meneur de NBA, mais qui a fait des progrès et qui est quand même à l'aise balle en main, quoi. Ouais, tout à fait. Les gars, il y a un dernier point qu'on n'a pas évoqué là sur cette équipe des Cavs. Paul l'a esquissé à un moment donné. C'est tout ce qui est en dehors des 4 joueurs, des 4 joueurs majeurs de cette équipe. Et c'est les role players. Bon, les Cavs ont quand même des role players. En plus, il en manque un qui est pas loin d'être le plus intéressant, c'est Max Strus. Mais les role players des Cavs, historiquement, sont toujours des joueurs qui intéressent beaucoup. On a des joueurs très clivants comme Caris LeVert, qui tantôt, quand il était honnête, avait plutôt une bonne valeur, et depuis qu'il est au Cavs, c'est moins le cas. On a des joueurs comme Sam Merrill qui sont très appréciés. On a Ty Jerome, Paul, qui est la version Wish de Luka Doncic. Oh mon Dieu. Non, mais blague à part, qu'est-ce que vous pensez de ces role players? Le résultat d'une équipe qui est en 8-0, elle vient certainement pas de son 5 de départ. C'est forcément un effort aussi, encore une fois, collectif. À partir du moment où tu as mieux responsabilisé tes gars dans le 5 de départ, tu l'as sûrement fait aussi pour ton banc. Alors évidemment, tout le monde est un peu en état de grâce pour le moment. Les shoots pris un peu à l'arrache de Sam Merrill à 3 points rentrent. Caris LeVert ne fait pas n'importe quoi et défend dur. Ty Jerome est une version améliorée de Ricky Rubio. Enfin voilà, tout tourne bien. Moi, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner, évidemment, quand il y aura des défaites, quand il y aura plus de matchs dans la saison. Mais jusqu'à présent, je trouve encore une fois tout le monde parfaitement à sa place et que tout le monde a l'air de savoir ce qu'il fait sur le terrain. On n'est plus avec des joueurs qui se regardent en disant mais tu devais pas être là, toi, qu'est-ce que tu fous là, tu devais pas couper. Ah non, voilà, on a une meilleure organisation générale et ça se ressent absolument à tous les étages. Euh, L'année passée, encore une fois, c'est une saison compliquée à juger parce qu'il y a tellement de blessés que forcément, les rotations, tu as des role-players qui se retrouvaient titulaires pendant 10 matchs et puis qu'on voyait plus parfois pendant 3, 4, 5, 6 matchs. Donc ça aussi, c'était les effets JB Bickerstaff.
Mais voilà, en fait, on avait déjà ces gens-là, on connaissait déjà leurs qualités. Jusque-là, tout le monde est au même diapason et l'organisation est claire. Paul, toi, tu le sens comment là, tes petits role-players préférés là? Ouais, je suis très optimiste, surtout qu'en fait, il y a un peu tout le monde qui taffe des deux côtés du terrain, quoi. Tu vois, je Mm. pense à Ty Jerome, même si, enfin, alors, ses vraies qualités, elles sont en attaque, mais en défense, il a montré qu'il pouvait avoir un impact sur ce début de saison, avec du playmaking défensif. Pareil pour Sam Merrill, qui est un très bon shooter et qui est connu pour ça, mais il est capable de défendre. Et Caris LeVert, franchement, sur ce début de saison, il m'impressionne en défense. Je pensais pas qu'il pouvait avoir un tel niveau. Et même un George Niang, je pensais pas, mais George Niang, il est dans la rotation. Alors moi, je pense que ça vaut pas le coup de trop tirer sur George Niang parce que de toute façon, à la fin de la saison, physiquement, je pense qu'il pourra plus. Et en playoff, je pense quand même que c'est pas jouable. Mais il faut avouer que sur ce début de saison, même si les 3 points, ils rentrent pas tout le temps, il arrive à avoir son petit impact dans l'effectif. Donc pour l'instant, tout le monde est au niveau des deux côtés du terrain. À voir si l'adresse elle tient, notamment pour un Caris LeVert, parce qu'on sait que c'est quand même le joueur parfait enfin, pour faire l'accordéon en termes d'adresse, quoi. Donc, il est aussi moins utilisé balle en main. Son nombre de drives, il est passé de 11 à 6, quand même presque 2 fois moins. Donc, ça, c'est intéressant. Et, euh, et on verra aussi des Jalen Tyson, des Craig Porter Jr. s'ils ont un peu plus de temps de jeu là avec la blessure de Max Truss. Et quand Luc tu sais quoi, en Travers. plus, tu n'avais pas Max Truss qui était dans le 5 majeur, tu as envie d'être très optimiste pour la suite, quoi. Moi, j'ai un dernier élément que je trouve intéressant sur le jeu, un peu qui implique les role-players. Dans la structure de votre effectif, bah, Evan Mobley est un peu la bascule. C'est la bascule sur la forme de jeu qui est prise offensivement. C'est la contrepartie ou le compromis quand on a un profil comme ça à l'intérieur, forcément ça vient impacter le jeu. La saison dernière, les minutes qui étaient avec Evan Mobley, votre pace était à 98 et les minutes sans lui étaient à 95. Donc en gros, vous étiez l'équipe la plus lente de la NBA quand il n'était pas sur le terrain, ce qui est assez étonnant. Tu aurais plutôt pu t'attendre à ce que le rythme augmente quand il n'est pas sur le terrain. Pourquoi? Parce que tu mets un profil de poste 4 plus traditionnel et donc tu peux alimenter de la relance, même si Evan Mobley n'est pas un joueur lent. Mais par contre, il a quelques impératifs qui font que ça te impose un peu de ralentir. Cette année, c'est un petit peu différent. La dynamique est différente. Quand il n'est pas sur le terrain, quand il n'est pas sur le terrain, la pace est à 101. Donc en fait, vous avez une pace qui bouge complètement en fonction de s'il est sur le terrain ou pas. En gros, quand il est sur le terrain, vous êtes l'équivalent de la 30e pace de la ligue. Quand il est pas sur le terrain, vous êtes l'équivalent de la 4e pace de la ligue. Et moi, c'est un truc que je trouve intéressant parce que votre deuxième 5 qui a un profil un peu plus défensif, c'est l'occasion d'aller jouer de la relance. C'est quelque chose qu'on voyait peu avec Biggerstaff, et Xav t'en a parlé, mais effectivement, il y a ce jeu de relance là qui se met en avant, avec aussi des profils de shooters comme ça Merrill qui permettent de le mettre en évidence, quoi. Donc moi je trouve que c'est un point que je m'étais noté en les regardant et que je trouvais assez intéressant. Bon, on sait que ce jeu de relance s'appuie aussi sur le fait qu'on soit dans une bonne dynamique, hein. Quand tu es dans une mauvaise dynamique, toujours plus dur de jouer de la relance. Une mauvaise dynamique dans le match, hein, je parle. C'est la contrepartie d'avoir des matchs qui se passent très bien. Du coup, tu pousses. Est-ce que vous voyez d'autres points qu'on n'aurait pas abordés, ou est-ce que vous avez quelques craintes, ou à l'inverse, quelques autres points d'optimisme à noter, mes amis? Non, moi je suis. Alors, c'est pas le type d'optimisme, mais c'est vraiment la curiosité. Quand je vois les premiers changements notables qu'on voit sur certains joueurs et quand on voit bien qu'il y en a encore qui n'ont pas encore franchi la barrière, je me dis quand vraiment on aura 10, 11, 12 joueurs qui auront tous compris la philosophie de jeu et les capacités que cette équipe a, forcément, tu as envie de voir la suite. Après, ce qui est un peu frustrant quand on est fan des Cavs depuis quelques années, c'est qu'on sait très bien que là, pendant 82 matchs, on va juste attendre d'être à ceux d'après. Donc, c'est plus une équipe qui doit faire ses preuves en saison régulière. Quelque part, on est en 8-0, c'est bien, bravo. Ça fait un peu gonfler les stats de la franchise sur ses records personnels, mais là, on attendra toujours les Cavs, ce sera toujours en playoff, de toute façon. Maintenant, autant voir du beau spectacle pendant l'année, c'est toujours plus plaisant quand on est à 2h du matin avec les yeux rougis, en train de regarder un truc sympa plutôt qu'un Donovan Mitchell show ou Evan Mobley qui essaie d'enfoncer un pivot au poste bas. Paul, de ton côté, est-ce que tu as des points d'enthousiasme ou de mesure? Bah, sur les axes d'amélioration, je trouve que bah, déjà, on a pas mal parlé de Donovan Mitchell, où il y avait peut-être encore une autre utilisation un peu plus poussée sur son cas. Alors, on est moins efficace sur rebond offensif, on en prend moins. Mais d'un autre côté, on était la C'est 14e déjà très équipe qui bas, ouais. accordait
le plus de transition l'année passée, et cette année, on est 4e meilleure défense sur transition, enfin sur fréquence de transition. Donc on prend moins de rebonds offensifs, mais d'un autre côté, on encaisse moins de transition, donc c'est toujours à voir si on C'est veut rester logique. dans cette identité-là. Mhm. Et ensuite, sur Kenny Atkinson, je trouve que l'attaque, par moment, elle est encore un peu trop stéréotypée alors pas sur un match complet comme à l'époque, mais sur un quart-temps. Tu vois, le match contre les Bucks, les 2 matchs contre les Bucks, tu as quand même plusieurs quart-temps où tu te dis, bon, là, il faut quand même, j'aimerais bien qu'il y ait un play un peu plus intéressant que du pick and roll Garland-Allen, quoi. Et je trouve il a tendance à mettre des line-up qui sont un peu trop offensives. Je pense que c'est un coach qui est plus offensif que défensif pour l'instant. Mais il y a des line-up où il y avait que, comme défenseur fiable, quoi, il y avait que Mobley. Donc bon, ça va que c'est Evan Mobley et que c'est un des meilleurs rim protecteurs de la ligue, mais je trouvais que c'était un peu soft par moment, quoi. Certaines line-up dans des fins de troisième quart-temps ou des choses comme ça, quoi. Moi, je trouve ça pas mal. Ça permet de responsabiliser tout le monde. On l'a dit pour l'attaque, mais aussi pour la défense. C'est de dire, voilà, on va pas mettre des Okoro et des Mobley et des Wade pour te cacher. T'as pas envie de prendre des points, bah tu te bouges en défense, c'est comme ça. Moi, je trouve ça plutôt positif. Mobley Dipoy à la fin d'année ou pas là? Moi je trouve que son début de saison, sa défense de pique. Alors après, toujours facile de défendre aussi bien sur le pique quand t'as Okoro devant et Jarrett Allen en couverture. Mais moi je le trouve vraiment exceptionnel depuis un moment évidemment sur la défense. Mais je trouve son début de saison défensivement sur le pique est vraiment incroyable. J'ai presque envie de vous dire, hein, pour l'instant le Dipoy c'est qui? C'est Chet ou c'est Mobley là sur les 10 premiers matchs? Ça se tape. Moi, pour l'instant, Mobley, je suis plus dans un MIP qu'un Deepoy. Alors le MIP Par je pense qu'il rapport aura du mal parce qu'il y a une question de volume. Ouais. Enfin, à moins qu'on atteigne les 20 points, 21 points, est-ce qu'il part de 15 quand même? Il part de haut hein, quand même, Pépère. Oui, bien sûr. Mais si tu rayonnes, il y a aussi le rayonnement que tu as sur ton équipe. Et s'il monte cette stat à une vingtaine de points, et qu'en plus de ça, tu mènes ton équipe top 3 de l'Est et que tu as aussi un gros impact en défense, peut-être que ça rentre en ligne de compte. Surtout que là, pour l'instant, bah oui, on l'a dit, Donovan Mitchell qui est censé être le meilleur joueur, bah, on est en tout cas nous deux, tous les deux d'accord, dire que bah, c'est le joueur qui nous excite le moins sur le terrain. Par contre, le J'adorerais que les votants pour du MIP aient un regard comme tu le décris. Malheureusement, je suis assez convaincu qu'ils ont un regard qui est beaucoup sur le volume. Et le problème pour Mobley, c'est quand tu joues déjà avec Garland et Mitchell, pour aller taper les 21-22 points qui seraient nécessaires vu de où il part pour réussir à aller chercher le MIP. Malheureusement, j'ai un peu de mal à y croire. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais Mais Deepoy, il pourrait être de la conversation, ça je pense vraiment. En tout Moi, cas, je pense s'ils que, le mettent pas en first NBA team cette année-là. Ouais. ouais, je S'il pense qu'il continue comme ça, hein, évidemment. il est plus proche d'être Deepoy que MIP. Le problème, c'est que t'achètes qui joue dans une équipe qui va avoir des Ratings de defensive dingue. ratings de gros tarés. Et il y a Wemby qui balance aussi des stats de gros tarés. Donc, je pense qu'il peut largement être podium. Deepoy, je sais pas. On verra. Deuxième question, la meilleure équipe sur ce début de saison, c'est les Cavs ou c'est OKC? Ah. Elle est plus dure celle-là, je vous donne mon avis. Je trouve que OKC est plus dans une évolution naturelle où Cleveland a dû faire plus d'efforts selon Pas moi ma par rapport à ce question. qu'il y avait avant. C'est une J'arrive. belle réponse de Mais c'est une c'est- belle réponse de mais c'est Suisse, parce que- mais c'est pas ma question. Comme je vais répondre Cleveland, je préfère préciser. Donc D'accord, je trouve ok. qu'OKC est dans un cycle naturel, mais Cleveland a dû faire beaucoup plus de modifications pour jouer comme il joue. Donc je mettrai Cleveland là au mérite. Paul, je sens comment toi? Ah, pour moi, c'est les Cavs. Enfin, en attaque, OKC, il y a des gros problèmes là sur ce début de saison. Défensivement, oui, c'est incroyable, mais les Cavs aussi, c'est très bien défensivement. C'est top 5 attaque, top 5 défense, pardon, les Cavs, en plus d'être la deuxième meilleure attaque. Donc, sur ce début de saison, attention, je dis pas que les Cavs sont plus favoris que le Thunder, mais sur ce début de saison, les Cavs m'ont plus impressionné des deux côtés du terrain que le Thunder, quoi. Il y a 2 matchs de plus. Un match de plus. Ah oui, oui. Moi, les Cavs, je les ai trouvés meilleurs offensivement. Franchement, ce que propose OKC défensivement, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je suis un peu plus sur OKC. D'autant que je pense que Cleveland profite de ce qui peut arriver sur certaines équipes qui changent de coach et qui changent de plan, qui est que, en fait, tu as un temps d'avance sur l'adversaire qui doit arriver à comprendre un peu comment ça fonctionne avant de s'adapter, alors que toi, si tu as réussi parce que tu as un bon coach, et c'est pas facile de le faire, et ils ont su le faire, à prendre de l'avance durant l'intersaison, tu arrives sur le début de saison avec un petit temps d'avance par rapport à tes opposants. Parce que typiquement, Paul, tu as pris un très bon exemple avec OKC. OKC n'a pas,
Dallas ayant montré une forme de chemin pour les battre, on sent que ça a un petit peu repris et que leur forme de jeu est un peu plus rodée pour les défenses adverses, ce qui n'est pas encore complètement le cas pour les Cavs. Ce qui laisse notamment des espaces. Je pense que les espaces qu'a Mobley sur les drives aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait les mêmes dans 5-6 matchs. C'est aussi quelque chose d'un peu nouveau qui arrive. Messieurs, est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour du sujet ou est-ce que selon vous, il reste certains points à aborder? Pour moi, on est bon. On est bueno? Ouais. Paul aussi, on est bueno, on va se coucher parce qu'on l'enregistre un peu tard cette fois-ci. Bah écoutez, on espère que ce pod sur les Cavs vous aura plu. L'idée c'était quand même de pouvoir faire un point sur cette équipe après quelques matchs. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.